est le libéralisme comme philosophie politique? Alors comme philosophie politique, deuxième volet, le libéralisme est assurément bien plus aimable. On va le problématiser aussi, mais ça ne prendra peut-être pas les mêmes proportions. En effet, la consécration de la liberté humaine, parce que dans libéral, il y a le mot liberté, c'est bien de cela qu'il s'agit essentiellement. Cette consécration donc de la liberté humaine, avec les droits de l'homme de 1789 comme en quelque sorte acte fondateur, les droits de l'homme de 89, pas le droit de l'hommisme hyper, lui aussi étant totalement sorti de son lit et autres. Il y aurait là encore beaucoup à dire, c'est-à-dire la lutte contre le Léviathan, le souci de l'être humain comme être de possibilité, la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté politique, la démocratie, le principe de subsidiarité, qui peut servir un peu à quelques libéraux qu'on vient de citer à trouver un point d'appui pour leur tentative d'aménagement de la chose, mais qui en vérité se ramène in fine à l'extrême à l'individualisme, point, ce principe de subsidiarité, et qui donc est foncièrement problématique. Ceci dit, mis à part, tout cela, c'est ce qui donne son lustre au libéralisme et ce qui emporte l'adhésion pour l'essentiel. Et puis il y a son optimisme très 18e-iste, sa promesse de bonheur. Tout cela doit être certainement contenu pour ne pas tomber dans un irénisme fatal, mais on ne peut pas non plus le balayer d'un revers de main. Cela fait partie d'un acquis à bien des égards et d'ouverture qui sont absolument à préserver et toujours à considérer. Là-dessus, pas de problème. Mais des problèmes, il y en a tout de même qui vont très vite apparaître si on creuse. La démocratie se conçoit pour un corps politique légitime, déterminé, délimité. Or, on l'a dit, le marché, nous y revoilà, ne veut rien en savoir, qui réunit les hommes par-delà toutes les frontières et en les indifférenciant, en les promouvant comme individus, souverains en tant qu'individus et seulement souverains en tant qu'individus, et donc au final parfaitement atomisés. Et c'est ce qui dévoie cet idéal, comme on le constate avec ce que sont devenus l'individualisme et la démocratie. L'individualisme de l'individu sans généalogie, ni attache, l'individu sui generis, dont la liberté est en vérité un abandon à la plus complète servitude. On pourrait de rechef invoquer Spinoza et sa pierre en chute libre. Et aussi la démocratie devenue démocratisme, hyper-démocratie, qui, avec et comme l'économisme, est démesurément sorti de son lit pour aller contaminer tous les domaines, jusqu'à l'éducation des enfants, l'instruction, la vie intime et que sais-je. Et puis encore, le droit. Cela donne le juridisme forcené, la judiciarisation des moindres faits et gestes de la vie. Ce n'est quand même pas le moindre des paradoxes, toujours, de cette liberté libre. Avec, en prime, curieusement, mais pas tant que cela si on analyse les choses, le rétrécissement concomitant des libertés individuelles, le développement d'un contrôle social et d'une surveillance généralisée, la disparition peu ou prou de l'espace privé et ainsi de suite. Alors, toute chose qu'on attribue plus volontiers aujourd'hui à Google ou que sais-je, à l'évolution technique, au développement du numérique, mais pas seulement, pas premièrement, c'est surtout la conséquence de cette extraordinaire importance accordée au droit. Enfin, la victoire en cours d'accomplissement des libéraux, si l'on veut, plutôt du libéralisme au niveau mondial, puisque c'est le sens de l'histoire, comme on veut le croire. Cette victoire en cours ne tient pas du tout à l'action des libéraux d'un côté, et moins encore à celle des peuples. Elle tient essentiellement à l'évolution technique et à l'environnement économique, spécialement depuis qu'il y a cette fameuse globalisation, dont les exigences et contraintes reviennent sur les pays comme en boomerang par le biais de divers organismes supranationaux et par nature adémocratiques ou même anti-démocratiques.
au premier rang desquels l'Union européenne pour ce qui nous concerne. Voilà qui, là encore, est tout de même assez paradoxal et devrait interroger. Finalement, la liberté que promet le libéralisme, elle se résume à la fameuse expression TINA. There is no alternative, il n'y a pas d'alternative. C'est le sens de l'histoire, c'est inéluctable, c'est ce qu'il faut faire, il n'y a rien d'autre à faire que cela. Dieu sait qu'on entend dire, par exemple, nos politiques dire personne n'a le courage de faire ce qu'il faut faire, tout le monde sait très bien ce qu'il faudrait faire, mais personne ne veut le faire, parce qu'il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est donc débloquer les situations et décidément laisser le libre cours et le cours total à seulement ce principe du libéralisme. Voilà la liberté qu'il laisse. C'est tout le contraire d'une liberté, évidemment. L'apolitisme du libéralisme est en fait le comble du politique et, pour finir, il se révèle pour ce qu'il est, dictatorial. Autre aspect, sous un autre angle, la provenance de cette philosophie politique. Eh bien, elle est autant que de l'analyse de la production des richesses, des conditions qui ont présidé à cette production, à la recherche de la meilleure politique en la matière, autant que de cela, elle tient à une réaction, et à une réaction anti-religieuse, anti-chrétienne, anti-catholique même, assez précisément. Cela suite aux guerres de religion européennes, qui ont en effet ravagé l'Europe dans les époques précédentes. C'est la quête d'une sortie libérale de cet enfer suicidaire. C'est à la fois très estimable, très honorable à considérer, car en effet, l'Europe s'est mise bien au bord de se suicider avec ces questions-là, mais cela pèse bien plus et plus négativement qu'il ne le pense dans la pensée du libéralisme et des libéraux. D'autant que penser aussi que le libéralisme naît comme cela au XVIIe, XVIIIe siècle à partir d'un premier développement économique et que tout cela est dû à ces quelques conditions qu'ils ont analysées et estimées être la cause de ce véritable décollage économique, c'est un peu court. Évidemment que tout cela a un amont beaucoup plus important, beaucoup plus ancien, et que tout cela provient de beaucoup plus loin. En un mot commençant, cette étape franchie est liée à des circonstances assez conjoncturelles en effet, qui ont été plutôt bien vues, Adam Smith, etc., à suivre, mais plus fondamentalement à des causes structurelles, à un devenir en cours, qui prend son origine beaucoup plus en amont dans l'histoire occidentale. En particulier, cette réaction anti-religieuse que j'évoquais va se mouler tout naturellement dans le cadre de l'émancipation humaniste. Et comme cette émancipation du reste, elle servira la toute-puissance naissante de l'approche technique du monde. Il faut donc, encore une fois, aller bien plus en amont et rechercher bien plus à la source, à la racine, le principe de tous ces événements et de toutes ces évolutions afin de mieux les comprendre, maîtriser et peut-être réussir à les dépasser. Quant à cette provenance anti-religieuse et ses conséquences, à titre indicatif et pour simplement l'illustrer, on rappellera que nos papes du libéralisme versaient assez volontiers et sans état d'âme, dans certains cas, dans un arbitraire tout à fait haineux. Par exemple, Locke, pape s'il en était, maître de Voltaire, de Condillac, de Rousseau, et de tant d'autres, rédigeant une lettre sur la tolérance, excluait de cette dernière bien comprise les catholiques et les athées. Les catholiques, on peut comprendre, les athées, c'est déjà un petit peu plus surprenant. Ça fait penser à Robespierre qui a besoin de son être suprême. Et d'ailleurs, tout ça n'est peut-être pas tout à fait sans articulation. Sus à l'intolérance, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, écraser l'infâme et ainsi de suite. Voilà quand même une source d'inspiration et tout de même un peu étonnante.
Ou bien encore au sujet de Locke, on pourra signaler que dans ses préconisations législatives, juridiques, etc., il ne voyait aucun inconvénient à légitimer l'esclavagisme et à associer sans barguigner extrême démocratie pour les uns, extrême asservissement pour les autres. On pourrait dire que c'est un peu mesquin de le signaler, mais Locke, tout comme Voltaire du reste, avait des intérêts dans la traite négrière. Bon, l'objectif n'est pas d'être décidément mesquin après avoir été polémique. Simplement, l'objectif est de montrer que décidément, la complexité des choses humaines ne se laisse pas dompter, ne se laisse pas outrageusement simplifier sans se venger. Au total, il faudrait trouver le moyen de garder le bel optimisme et les conquêtes libérales, mais dans un cadre politique où chaque domaine retrouverait son lit naturel et une juste articulation avec les autres. C'est à la recherche d'une telle troisième voie qu'essaie de contribuer cette analyse, cette discussion. Il ne s'agit pas de polémiquer, il ne s'agit pas de rejeter le libéralisme, même si on se montre critique à son égard. Il s'agit de le problématiser et de s'efforcer de trouver, par là, le moyen de sortir des impasses dans lesquelles nous nous enfonçons et de débloquer un horizon qui, pour l'instant, s'assombrit chaque jour un peu plus.